Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de 2023, donc bonne année, du Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'actualité, et pas que l'actualité, des spiritueux. Donc je suis Frédéric Roginska, je suis distillateur, consultant, éditeur de distinews.fr et je suis accompagné de Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Blackthorns. Voilà, et aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit article que j'ai vu passer qui s'appelle « Enquête, comment le lobby de l'alcool et du vin fait tout pour limiter l'ampleur du Dry January ». Donc tout un programme. Intéressant. Tu le fais toi, le Dry January ? Non, je ne le fais pas. Non. Je suis plus dans le Damp January. Moi j'essaie de le faire, tu vois, je me suis dit s'il y a un mois dans l'année où on peut essayer de limiter sa consommation, allez, pourquoi pas celui-là après les fêtes, etc. Donc là je me suis lancé le défi. Ça fait déjà 11 ou 12 jours là, enfin de toute façon depuis le 31 au soir, et voilà. Et pour l'instant, ça va. J'ai quand même bu du spiritueux sans alcool, pour ton plus grand bonheur. J'ai quand même... Ne faites pas ça. Et j'ai aussi, pour la première fois, commandé du Athletic Brewing, donc les bières sans alcool tu m'avais parlé, qui viennent tout droit d'Amérique. Et là, c'est le shop européen. Et on va voir ce que ça donne. C'est du 0,0. Donc, c'est un vrai Dry January. C'est pas du 0,5 ou du moins de 1,5% de volume. Donc voilà. Eh félicitations. Ça va, t'as pas les mains qui tremblent. Ça va. Je l'avais déjà fait l'année dernière et tous les matins, j'avais mal à la tête. Ouais, donc c'était vraiment étrange. Le seul mois où je bois pas d'alcool, j'ai mal à la tête tous les matins. C'est un petit peu chelou, mais... Ok, c'est pas de la bonne promo là que tu fais pour le truc. C'est sûr. Non, écoute, moi je ne le fais pas. Voilà. Ok. Mais bon, avec modération toujours quand même. C'est ton choix. En tout cas, donc petit article qui m'a un peu interpellé. Parce que je pense que tu vois, tous les deux on a un peu une vision, enfin je sais pas, peut-être un peu romantique, un peu peut-être parfois un peu naïve, mais positive, je dirais, de l'industrie, avec un côté toi je sais que t'aimes bien mettre en avant des valeurs, des trucs comme ça dans les marques et tout, et en fait là c'est un article qui en fait explique comment en fait il y avait tout un programme pour le Dry January avec potentiellement avec Santé publique France, des campagnes d'affichage et tout, enfin pas de l'ampleur du mois sans tabac qui est je crois en octobre ou novembre, je sais plus, mais quand même quelques trucs, et qu'en fait tout ça était un peu balayé parce qu'il y a un lobby assez puissant en France, qui est celui évidemment du vin, du champagne, de l'alcool potentiellement, voilà, qui est très présent politiquement, enfin voilà, et que ça viendrait même du plus haut de l'État, au niveau d'Emmanuel Macron, qui aurait un peu balayé tout ça, et qui lui-même, l'article fait remarquer, il a aucun mot sur cette chose-là. Ok. Et c'est un article de Ouest France, non? De Ouest France, ouais. Ouest France, tout à fait. Ok, ouais. Et est-ce qu'on peut venir un petit peu plus en détail sur l'article, ou est-ce qu'il y a des choses... c'est juste une thématique globale et puis on se pose la question, ou il apporte des réponses? Ouais, c'est... en fait, si, il te dit qu'il y a, que c'est un lobby qui est puissant, qui fait valoir, je sais pas, le patrimoine. Il faut surtout pas, enfin tu vois, que la consommation du vin, elle est déjà en baisse, et que du coup il faut pas en mettre davantage un peu sur le dos de ces pauvres viticulteurs et compagnie, et voilà. Et en fait, moi c'est le genre de truc qui m'embarrasse un peu, parce que moi j'approche l'industrie de manière, je pense comme beaucoup, très passionnée, mais sans ce côté justement politique, où finalement on en revient à des problématiques strictement business, un peu hypocrites et tout. Enfin voilà, c'est un peu, ça ouvre un peu un rabbit hole, comme on dit en anglais, je sais pas. Enfin, où je me demandais en fait comment, enfin il y a une espèce de petit cas de conscience, comment en fait,
quand tu travailles dans cette industrie, comment tu peux mêler en fait tes activités avec une dimension plus de prévention, ok, enfin tu vois, pour moi le Dry January n'a rien de, enfin c'est pas un problème quoi. Tu peux bosser dans les SPI et il n'y a pas de souci. C'est aussi, enfin c'est bien d'avoir un peu de recul, d'avoir aussi d'être conscient de certaines choses. Il y a des marques qui aussi c'est un peu, il y a un petit côté un peu comment on dit, schizophrène, où tu vois, t'as peut-être un lobby d'un côté, de l'autre côté t'as des marques qui vont elles-mêmes créer des sans-alcool pour justement être présentes sur ce terrain. Donc en fait d'un côté on veut pas le promouvoir, de l'autre on crée des produits. Enfin tu vois, il y a un côté un peu très très ambivalent. Qui est un peu dark, tu vois, qui moi en tâche de fond m'interroge beaucoup. Ok, comment tu te positionnes quand tu es une marque? Est-ce que tu peux développer une marque et en même temps avoir un message de modération, ou est-ce que non, parce que ça nuit à ton business ou quoi? Je pense qu'il y a aussi un côté hyper psychologique, parce que tu vois, par exemple, je t'avais envoyé en off une marque de vodka qui s'appelait Don't Drink It, ou un truc comme ça, ne la buvez pas. Et là, tu vois, c'était de la promotion, de l'anti-promotion. C'était fait de manière rebelle, c'était fait un peu à la sauce Brewdog ou toutes les marques comme ça qui sont anticonformistes, qui matraquent un message, ou comme Liquid Death, tu vois, qui matraquent un message anti-lutte, etc. Là, pour le coup, le message est clairement même marqué sur la bouteille, c'est ne buvez pas cette vodka. Mais c'est du marketing à l'envers, et j'ai pu lire dans quelques livres, peut-être qu'on mettra la psychologie inversée. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un livre qui parlait de plein d'études qui ont été faites à partir du moment où les IRM étaient développés par les chercheurs, et où les marques où les très grosses marques pouvaient se permettre de faire des études de marché, des études consommateurs à base d'IRM. Donc en gros, on te matraque des messages publicitaires et on voit les résultats que ça donne. Et en fait, on se rendait compte qu'à chaque fois qu'il y avait un message du type fumez-tu, ou l'abus enfin abusez pas de l'alcool, enfin consommez avec modération, tout ça, à chaque fois qu'il y avait ce type de message-là de prévention, ça donnait envie de faire l'inverse. Ouais. Et du coup, c'est assez flippant, parce que si fumer tu te donne envie de fumer, c'est complètement badant. Tu sais pas en fait après comment il faut. Du coup, il faudrait dire l'inverse. Du coup, d'après ce livre et d'après les résultats, il faudrait dire l'inverse. Et tout ça pour dire qu'aussi, il prenait en compte le fait que les sondages consommateurs n'étaient pas forcément le truc optimal pour une marque pour savoir. Les marques veulent écouter leur audience, donc elles font des sondages et elles se fient aux réponses des consommateurs, sauf qu'en fait, les consommateurs ne répondraient pas à 100% en fonction de ce qu'ils font. Ils pensent d'une manière et ils répondent de l'autre, sans en être conscients. Donc c'est assez compliqué, assez complexe, et pour moi, il y a vraiment une dimension psychologique à ce niveau-là. Donc ouais, tu peux faire des messages de prévention et développer une marque avec ça, et peut-être que même tu as intérêt à le faire au vu des résultats de l'IRM, tu vois. Peut-être que c'est le sens inverse. Après, le but d'une marque, c'est d'écouter son consommateur et effectivement de le mettre en garde. Tout dépend après où tu te places, mais je pense qu'on voit avec les statistiques actuelles dans les marchés anglo-saxons, etc. Tu vois les statistiques et tu te dis, bah ouais, la génération Z et la génération Alpha, ça va être des générations qui vont moins boire que les boomers et les millennials. Et ça, c'est acté, quoi. C'est un fait, et c'est des chiffres qu'on voit. Donc les gens ont juste envie de moins boire, de faire attention à leur santé. Donc le Dry January, il prend plus d'ampleur. Après, il y a le Sober October. Du coup, les alcooliers, ils se disent putain, merde, il reste que 10 mois pour faire du chiffre. Donc ouais, je pense que ça les fait flipper. Ce qui m'amène justement, moi, une autre interrogation que je me faisais en lisant ça, c'est est-ce que c'est pas une réaction un peu de dinosaure justement qui est vouée à l'extinction? Est-ce que au final, est-ce que c'est la bonne réponse justement, tu vois? Il y a des initiatives comme ça qui sont d'un point de vue santé publique, enfin voilà, on peut pas dire que ce soit négatif, quoi.
Et le fait d'essayer de mettre ça à l'ombre, de voir le cacher, de faire du lobbyisme pour qu'il n'y ait pas de budget pour faire de l'affichage, ça. Enfin, et en gros, finalement, peut-être couper les gens un peu de leur libre arbitre, quelque part aussi. Est-ce que c'est pas des réactions potentiellement contre-productives aussi tu vois, il y a peut-être, je sais pas, là on en parle et du coup il y a un effet Barbara Streisand finalement. On voulait pas qu'on parle du Dry January, mais bon, du coup on en fait un podcast là. Ouais. Est-ce que justement, si la consommation baisse, est-ce qu'il faut pas trouver d'autres réponses? Est-ce qu'il faut pas trouver justement, et toi qui es dans le branding et tout, trouver d'autres moyens? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus malins de valoriser la filière? Je pense que la manière la plus maligne, entre guillemets, et c'est même pas être malin, c'est juste être là pour son consommateur, c'est d'écouter ton audience, ta niche, tes clients, et leur apporter ce qu'ils veulent, en fait. Donc, s'ils veulent boire plus, tu fais une marque où ils boivent plus d'alcool, et il y a des marques comme ça, je sais pas, spécialisées dans des bières très fortes, dans des spiritueux à 54 degrés, ou si l'audience veut ça. Après, si l'audience de ta marque ne veut pas ça, veut moins boire, veut limiter, tu vas faire du low, tu vas briser un peu les codes de ce qu'est un gin, ce qu'est un spiritueux, pour faire des choses à 15-18 degrés. Tu vas peut-être même en faire sans alcool. Donc, pour moi, tous ces codes, ils sont bousculés parce qu'il y a des nouvelles habitudes de consommation. Donc, pour moi, ça en revient toujours à la même chose. Il faut écouter ton consommateur et lui donner ce dont il a envie, quoi. Et ouais. Donc, en gros, pour toi, la réponse, c'est un producteur de spi ou de vin ou de champagne, en fait, il devrait, plutôt que de vouloir mettre sous le tapis ça, enfin, ou l'amoindrir, il devrait plutôt proposer une offre complémentaire sans alcool, ou de chercher plutôt ce genre d'idée pour être présent sur ce marché-là, plutôt que d'essayer de l'éliminer de facto. Pour moi, je ferais d'abord un audit pour savoir si c'est nécessaire d'être présent sur ce marché-là. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il vaut mieux ne pas plaire à tout le monde, justement, pour avoir une différenciation de marque. Donc, en fait, en partant de là, je pense juste que tu n'es pas là pour acquérir tous les marchés. Sauf si tu es une énorme boîte, un énorme industriel, et que tu es là pour remplir toutes les cases. Mais pas mal sont des petits producteurs, des petits distillateurs, des petits vignerons. Et là, tu t'adresses soit à une niche locale, sans forcément avoir... je sais pas, des passionnés de quelque chose, tu vois, les passionnés de sport, les passionnés je sais pas, de chasse, parce qu'il y en a aussi, les passionnés de plein de trucs comme ça, tu vois, plein d'autres, pour créer une marque lifestyle, et que tu puisses fédérer des gens autour de ça. Ou alors, ouais, tu as une démarche très locale, et puis là, tu vas fédérer juste les gens qui sont dans ton village, dans ta communauté, etc. Et puis, ils vivent peut-être de l'onotourisme, le spiritourisme, les choses comme ça, les ateliers et tout. Je pense peut-être que la réponse, c'est dans la diversification de ce que tu proposes, de tes services. Peut-être qu'une marque, maintenant, c'est plus simplement vendre un vin ou vendre un spiritueux. C'est peut-être développer d'autres activités autour de ça. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et qu'il ne faut pas forcément avoir peur de ça. Donc, effectivement, il faut être authentique, mais il ne faut pas mentir aux consommateurs. Faut pas... J'aime pas le principe même de lobby dans tous les cas. Enfin, forcer les gens à faire des choses de manière malsaine, ça m'écœure, tu vois. Donc, alors après, pour moi, tout n'est pas à jeter, parce qu'il y a heureusement aussi qu'il y a des lobbies pour des fois mettre un stop quand, je sais pas, imaginons demain, il y a quelqu'un qui te fait on va taxer à 300% les spiritueux demain. Évidemment, il faut du lobbyisme pour expliquer que c'est pas la solution, que ça a telle ou telle conséquence au niveau du marché, au niveau de l'emploi, au niveau de plein de choses, tu vois. Donc ça a quand même une utilité, tu vois. Peut-être on en reparlera dans un autre épisode, tu vois, mais si sur les projets de loi qu'il y a actuellement en Écosse, où ils voudraient carrément tout supprimer, le marketing, plus de casquettes siglées, enfin, tu vois, d'éliminer plein de choses, où on met un peu tout dans le même panier sans réfléchir aux conséquences, quoi. Ou alors en ayant une vision très, très pointée sur un objectif, peut-être santé ou quoi, mais t'oublies tout le reste à côté qui aussi a des ramifications, enfin bref.
Voilà, du coup, ce article qui, en tout cas, pour revenir un peu dans le truc, que je trouve, moi, en tant que personne impliquée là-dedans, qui est très... qui donne à réfléchir. Il y a un côté très cynique aussi. Je sais qu'on a échangé sur le fait que, tu vois, en gros, est-ce qu'on crée des marques de passionnés ou est-ce que c'est des businessmen qui créent des marques pour faire de l'argent? Et je trouve que c'est là que moi je voulais en venir là, dans cette idée où là il y a ce côté uniquement business finalement. On voit que des chiffres et il n'y a pas le reste. Enfin, voilà. Après, ça touche peut-être plus. Est-ce que ça parle beaucoup de spiritueux ou ça parle beaucoup plus de vin dans ton article? Parce que le marché du vin en France, c'est le vin. Ouais. C'est le vin, et vu que ça te parle de rencontres à Épernay, donc ça parle de champagne évidemment, ouais. Sans dire champagne, quoi. Mais oui, clairement, c'est en France le vin et le champagne, quoi, qui sont très puissants. Ouais, après, ça te dit lobby de l'alcool, quoi. Ouais, on a un truc très très conservateur en France avec le vin. Dans tous les cas, c'est peut-être une force qui est aussi une faiblesse en même temps, tu vois. Quand tu veux créer des nouveaux codes avec des vins en canette ou des choses comme ça fait toujours, ça bouscule les codes, du coup ça fait grincer les dents, du coup il y a 80% des gens qui sont contre. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On est beaucoup moins ouvert que les pays outre-Atlantique ou que, je sais pas, même juste la Grande-Bretagne, tu vois. Enfin, donc c'est vrai que ça porte à réfléchir. Et ça me fait dire aussi, j'ai vu passer sur LinkedIn toutes les marques, toutes les jeunes startups de sans-alcool viennent de créer une association aussi. Ouais. Un collectif, ouais. Un collectif. Enfin, pas toutes, mais elles sont 12, exactement. Ouais. Donc 12 marques qui sont, je sais pas, qui sont consoeurs et concurrentes en même temps, mais elles sont peut-être pas tous sur le même niveau de différenciation. En tout cas, elles ont créé un collectif. Oui, c'est très varié parce qu'il y a des marques de soda, il y a des marques de kombucha, de entre guillemets spi sans alcool. Ouais. Donc c'est très. Il y a Osco, Gin et compagnie. Ouais. Voilà, c'est le sans alcool de manière assez large, quoi. Ouais. C'est pas. Et sachant qu'il y a déjà eu aussi un salon du sans-alcool, un des premiers peut-être l'année dernière. À Montpellier, ouais. Ça fait dire, du moment qu'il y a un salon, ça veut dire qu'il y a une niche, ça veut dire que des gens en parlent, ça veut dire qu'il y a des conférences, ça veut dire que ça drive une communauté. Donc pour moi, dans les années à venir, d'ici 2030, ça va faire que grimper en flèche. À l'époque, il y avait les straight edge, je sais pas si tu te rappelles, un peu dans la mode hardcore et tout, ils faisaient des signes comme ça, en mode straight edge, ils boivent pas, ils fument pas, et tout ça, ils font rien d'ailleurs. Je crois qu'ils font même pas d'actes sexuels. Je crois qu'ils sont. Ouais. Il y a ça aussi dans le straight edge. Mais ouais, à voir. En tout cas intéressant ton article Mais ouais. Et peut-être juste pour finir, parce que ça t'a ouvert là-dessus c'est que du coup, ce que je trouve très intéressant, ça peut ouvrir sur d'autres choses, c'est que là où les pouvoirs publics du coup se désengagent, au final, ça devient des startups, des initiatives privées qui prennent en main le message, qui se réapproprient le moment, qui font leur communication de leur côté. Et il y avait un point qui était intéressant dans l'article, c'est que du coup, qui disait que potentiellement, c'était peut-être un mal pour un bien, dans le sens où quand c'est des marques derrière ou du privé qui va porter le message, ça aura un côté plus ludique et moins c'est le gouvernement qui te dit de pas boire et compagnie, tu vois. Et que du coup le message potentiellement passera mieux. Donc au final, tout ça pour dire, est-ce que c'est pas contre-productif de faire ce lobbyisme? Voilà. Ouais, c'est intéressant, ouais, carrément. C'est tout pour moi. Faudrait éviter le greenwashing version alcool aussi. Quand ça passe dans la sphère privée, peut-être qu'on peut tacler telle ou telle marque de ce genre de washing là. Donc à voir, alors que le gouvernement a vraiment un intérêt social, économique et politique aussi, mais un intérêt aussi social. Hein. Toutes ces préventions, c'est quand même quelque chose de bien pour les citoyens. Donc ouais.
matière à réflexion. En tout cas, format plus court aujourd'hui et peut-être même demain et après-demain. Et non, toutes les semaines, dites-nous si ça vous parle d'avoir un format plus court. On trouve que peut-être 1 heure, ou voire des fois plus, c'est peut-être un peu long. Donc, on a décidé d'être plus conversationnel et de cutter un petit peu le format pour que ça soit plus digeste. Et voilà, dites-nous si ça vous convient. Voilà, et puis si vous avez une opinion sur tout ça, un petit commentaire, n'hésitez pas. Le débat ouvert. Allez, à la semaine prochaine.